Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Re-Remarques, votre podcast fantasy, romantasy et littérature de l'imaginaire, présenté par Kellen et Iris. Il dort. Tu vois, je te l'avais dit. Il est à crever de minutius. Au programme de ce nouvel épisode, Kellen nous parlera du roman Le Roi sorcier de Martha Wells et Foodistan de Katie Stewart. Quant à moi, je vous chroniquerai Le livre maudit d'Azraël de Amber V. Nicol. Nous ferons un petit point sur les news et nouveautés côté fantasy du début d'année 2025. Les aficionados des novellas et de SF connaissent probablement déjà Martha Wells pour sa série de novellas et romans Journal d'un assassin qui a raflé tous les grands prix de la SF. Hugo, Nebula et Locus, plusieurs années d'affilée. Rien que ça. Néanmoins, c'est par la fantasy qu'elle a commencé avec sa série Ilyrien, qui a récemment été rééditée en français par La Talente, qui suit super bien ses autrices. Le Roi sorcier renoue donc avec la fantasy pour un one-shot que j'ai adoré. On y suit sur 2 timelines différentes l'histoire de Kai, qui est un démon et que l'on va retrouver dans le présent, dans une situation un petit peu compliquée puisqu'il a été assassiné, ses pouvoirs mis en dormance, et enfermé dans une prison aquatique qui l'empêche d'y avoir accès. Dans la seconde timeline, nous le suivrons dans le passé, alors que l'endroit où il vit est envahi par les hiérarques et qu'il se retrouve au cœur d'une révolution. Ces 2 timelines vont du coup s'alterner tout au long du récit, s'éclairant l'une et l'autre, bâtissant ensemble un world building absolument passionnant et très riche. On y croisera différentes cultures, différents types de magie, etc. C'est le genre de récit où aucune clé ne vous sera donnée, rien ne vous sera prémâché, et si cela désarçonnera certains lecteurs et lectrices, sans non plus rendre le texte obscur et inaccessible, c'est le genre de choses que moi, j'aime énormément. Les personnages sont intéressants et bien construits, tous très différents avec leurs propres motivations et, disons, leur propre curseur en termes de moralité. On se prend au jeu des correspondances et des évolutions entre passé et présent, et cela réussit à donner de l'épaisseur, même si j'en aurais peut-être voulu plus. L'aspect one-shot est un facteur un peu limitant, mais c'est le jeu, et j'aime aussi ne pas avoir besoin de séries à rallonge pour passer un excellent moment de fantasy. J'ai parlé de curseur de moralité, on est ici sur un vrai roman de dark fantasy, qui va notamment aborder des questions autour du colonialisme, de l'impérialisme, du fédéralisme, et montrer les dessous d'une révolution. Mais ce qui m'a peut-être le plus emballé, c'est probablement la normalisation des relations queer et les thématiques liées au genre, surtout autour de Kai, qui est un démon qui passe d'un corps masculin à un corps féminin, et vice-versa. Et puis évidemment, la plume est superbe, ciselée, avec un vocabulaire riche, et si je l'ai à sa sortie lu en anglais, j'ai pris le temps de relire quelques morceaux de la traduction qui est, comme d'habitude avec La Talente, rien de moins qu'excellente. Le rythme de l'intrigue pourra sembler un petit peu lent, mais je n'ai personnellement pas besoin de rebondissements à chaque page quand c'est bien fait. Et pour ça, j'étais parfaitement satisfaite. J'étais partie pour conclure cette chronique en déplorant finalement ce goût de trop peu d'un one-shot, ce qu'il était censé être à sa sortie, mais l'autrice reviendra dans cet univers en octobre 2025 en VO, et on pourra sans doute compter sur La Talente pour la suivre et nous offrir un superbe livre-objet de nouveau. J'ai découvert le livre maudit d'Azraël un peu par hasard, attiré par les promesses de dark fantasy, de créatures surnaturelles et d'un enemies to lover bien corsé. Et franchement, j'ai plutôt été bien servie. Premier tome de la série Gods and Monsters de Amber V. Nicol, le livre maudit d'Azraël est paru aux éditions Lost Kingdom à l'automne 2024. On plonge dans un monde peuplé de créatures démoniaques, vampires, sorciers et ce que l'on pourrait rapprocher d'anges. L'histoire suit Diana, une femme qui, il y a 1000 ans, a sacrifié sa vie pour sauver sa sœur, Gabi. Son appel désespéré a été entendu par Kaden, une entité puissante et redoutable qui l'a liée à lui en échange de la vie de Gabi. Depuis, Diana est chargée de retrouver une relique ancienne dont le pouvoir pourrait changer la face du monde. Parallèlement, on suit Samkiel, plus connu sous le nom de Liam. Un de ses titres a traversé les époques. Il est le destructeur des mondes, un mythe aux yeux de ses ennemis, mais un sauveur ainsi qu'un roi pour ceux qui lui ont juré loyauté. Après la guerre des dieux, il s'est isolé, s'est caché du monde. Il a rejeté sa couronne et ses responsabilités,
allant jusqu'à laisser ceux qui avaient le plus besoin de lui s'occuper des conséquences de la chute et mort de leur monde d'origine. Après une attaque envers ceux qui lui sont chers, il se retrouve à nouveau dans une dimension qu'il aurait voulu ne plus jamais visiter et dans le collimateur d'un ennemi qu'il pensait emprisonné depuis une éternité. Diana passe à marcher avec Liam. En échange de la protection de sa sœur, elle accepte de trahir Kaaden et de l'aider à retrouver le livre d'Azraël. Ils ont beau te considérer comme leur sauveur, je vois la vérité derrière tes jolis yeux. Tes mains sont aussi sales que les miennes, Samkiel. Tu n'es pas un sauveur. Tu n'es qu'un lâche qui est parti se cacher. Moi au moins, je me bats pour une cause. Tu peux faire de moi la méchante si ça te plaît, mais au moins, on ne m'appelle pas finisseuse de monde. Diana est un personnage moralement gris qui ne s'excuse pas d'être impitoyable. Si vous aimez les héroïnes badass, le livre maudit d'Azraël pourrait bien vous plaire. Diana est l'exact opposé de la demoiselle en détresse. Elle se bat, elle tue sans remords et n'hésite pas à insulter copieusement ceux qui se mettent en travers de sa route. Elle a une impertinence mordante, une rage brute et surtout une détermination à toute épreuve quand il s'agit de protéger sa sœur. Au final, Diana, c'est quand même une femme qui souffre de la domination des hommes puissants et c'est un schéma qui devrait pas vraiment être romantisé. Je suis d'accord avec toi à 200%. Diana sait pertinemment que l'influence de Kaaden et Liam est toxique. Elle a conscience d'être un pion dans leur jeu, mais elle accepte cette position à contre-cœur. Elle accepte de sacrifier sa liberté. Elle considère qu'elle n'a pas d'autre choix. Elle souhaite plus que tout protéger sa sœur Gabi, et c'est sa seule solution. Comme il est dit plusieurs fois dans le livre, elle a simplement échangé un maître contre un autre. Si elle sait qu'elle ne sera jamais heureuse sous la domination d'un homme, elle fait tout pour que Gabi n'ait pas à subir ce type de situation. Diana ne cherche pas à être une héroïne modèle, elle sait qu'elle fait le mal, elle l'assume, et c'est ce qui la rend aussi fascinante. Son lien avec Liam évolue dans un enemies to lover plutôt bien construit. Leur relation est électrique, pleine de tensions et de doutes. Et autant dire que Liam n'est pas en reste niveau charisme ou folie. Parce que oui, il lui manque une case à lui aussi. Diana et lui sont des personnages moralement ambigus, capables d'intelligence et de stratégie, mais avec une violence profondément ancrée en eux. Je ne m'étendrai pas beaucoup sur leur romance, parce que je pense qu'elle mérite réellement d'être découverte tout du long du roman. Diana et Liam sont deux êtres particulièrement complexes dans leur mentalité, et cela se ressent dans leur relation. D'une pression sur ma bague, l'armure argentée couvrit mon corps de la tête aux pieds. J'étais prêt à partir en guerre pour elle. Le récit est abordé avec un double point de vue, ce que j'ai vraiment apprécié puisque c'était bien réalisé. Ça permet de comprendre la dualité dans la mentalité de Diana et Liam. Le bien côtoie le mal constamment. Néanmoins, le système de magie est assez flou et on n'a pas trop d'explications sur ses règles et limites. La géographie du monde est à peine abordée et il n'y a pas de carte, donc ça peut compliquer un petit peu la compréhension pour se repérer. Ce sont des choses qui seront peut-être améliorées tout au long de la série, même si j'en doute un peu pour le moment. Sur un plan négatif, il faut rappeler aussi que la relation de Diana avec les hommes est clairement toxique. Pour cela, c'est pas un livre destiné à un public mineur, de la même manière que des dark romances. Tu occupes déjà toutes mes pensées éveillées. Faut-il aussi que tu consumes mes rêves ? Le livre maudit d'Azraël est une dark romantasy avec une héroïne redoutable et un enemies to lover bien tendu. Si vous aimez les personnages moralement gris, les intrigues teintées de manipulation et les héroïnes qui ne s'excusent pas d'être impitoyables, ce livre pourrait clairement vous plaire. C'est un premier tome efficace qui pose de bonnes bases et je suis curieuse de voir où l'autrice va nous amener. En tout cas, si vous aimez les romances bien sombres et les héroïnes qui mordent avant de parler, vous devriez jeter un œil. Le tome 2 de la série sortira le 5 mars. J'ai déjà hâte de voir ce qu'il s'y déroulera. La dernière fois, je vous avais promis de parler de nouveau de Novella et de présenter un petit peu les différents acteurs de la Novella en France. Je voulais commencer par parler de la collection Une heure lumière des éditions du Bélial, qui a été absolument incontournable dans l'arrivée et la promotion de ce format en France, mais j'ai un petit peu bouleversé mes plans pour une de mes toutes dernières lectures et par ma toute première fournée de pain maison. Foodistan est le dernier roman de Katie Stewart dans la nouvelle collection des éditions Argile dédiée à la Novella, Récif.
Une collection qui va de la longue nouvelle au court roman, par des plumes uniquement féminines et du monde entier. Les couvertures sont toutes signées par Anouk Faure pour une identité visuelle très homogène, ce qui avait déjà avec Aurélien Polis fait le succès d'Une heure lumière. Pour en revenir à Foodistan, il s'agit de la 3e novella de la collection par Katie Stewart, écrivaine mais aussi poétesse, ce qui a toute son importance. On y découvre un futur où, après une famine cataclysmique, les divisions sociales se font en termes de régime alimentaire, qui influent lourdement sur le quotidien de chacun, de leur assiette à leur langue même. Et c'est là que le talent de Katie Stewart se développe avec une inventivité folle et cette novlangue où la cerise a remplacé la crise, où la famille s'est muée en vanille, où la société en satiété, où pour ne plus parler de ce qui divise, on parle de ce qui, comme on le sait très bien en France, rassemble, la bouffe. On y suit en filigrane comment on fait société sur un ensemble de mythes au parfum de roman national et on alterne au fond assez brillamment entre utopie et dystopie. Le récit suit une jeune serrurière qui, de par son métier, est amenée à côtoyer toute la population et consigne ses expériences dans un carnet de recettes de manière semi-cryptée, puisque les livres en dehors des recettes ne sont plus acceptés. Foodistan est donc un joyeux bric-à-brac mêlant récits, recettes de cuisine et listes farfelues en apparence, qui en dit long sur notre société actuelle, n'hésitant pas à les gratigner au passage. Je ne vais pas trop spoiler, mais je me suis sentie particulièrement visée puisque j'ai justement lu Foodistan, alors que je préparais ma première fournée de pain au levain maison, après 10 jours de dur labeur. Si vous aimez les styles inventifs, les jeux de mots à la queneau, une pincée de surréalisme, une grosse cuillère de post-apo et une belle mesure de regard sur notre société, Foodistan est le genre de petit ovni littéraire qui ne manquera pas de vous plaire. Il paraîtra peut-être un peu trop exercice de style et pas assez littéraire à certains, trop expérimental, et je déconseille si vous n'avez pas déjà l'habitude du format court. Moi, j'ai passé un très bon moment avec le sourire aux lèvres devant la gouaille et la poésie parfois incongrue. J'ai eu faim devant des recettes qui m'ont bien donné envie de les tester, et j'ai trouvé fort bien menée cette jolie critique de notre société. En préparant l'épisode, Kellen, tu m'as raconté un peu les derniers potins, les dernières news, et tu me disais que le début d'année était assez chargé et que plein de choses se passaient pour 2025. Est-ce qu'on profiterait pas pour discuter un peu actualité ? Effectivement, le début d'année se lance plutôt bien du côté des maisons d'édition indépendantes de l'imaginaire avec 2 choses qui devraient particulièrement attirer votre attention en 2025. En premier lieu, cette année est une grosse année pour les éditions Mnemos qui fêtent leurs 30 ans. Et c'est nous qui sommes gâtés puisque la maison sortira 7 collectors pendant l'année. Si vous aimez les classiques de la science-fiction, vous connaissez déjà probablement les intégrales de Mnemos, qui, à mon sens, ont réussi à imposer leur magnifique volume comme une pléiade de l'imaginaire, et je suis contente de voir que quelques-uns de leurs titres fantasy auront droit au même traitement. Attention néanmoins, il s'agira de véritables collectors en édition limitée et numérotée. Il me semble aux alentours de 2000 exemplaires. Pierre Grimbert, Adrien Thomas, Justine Niogré, Fabien Cerruti, Thibault Latil-Nicolas, Catherine Dufour et Mathieu Gabory seront au programme. Je pense pour ma part craquer pour Adrien Thomas, Justine Niogré, Fabien Cerruti puisque je n'ai Le Bâtard de Kossighan qu'en poche, et Thibault Latil-Nicolas que j'ai dans un mix de poche et de brochet, toujours pas lu, mais qui est l'un des romans de fantasy préférés d'une de mes libraires préférées. Éléonore, si tu passes par ici, tu seras reconnue. Et si vous habitez Paris, allez au Nuage Vert, soutenez vos librairies indépendantes spécialisées. J'y suis d'ailleurs passée samedi dernier, vu que je montais sur Paris pour un concert, et je ne peux qu'approuver. D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas, d'autant que, on le sait, la situation des librairies en France est très fragile, et surtout quand on parle de librairies spécialisées et indépendantes. Le Nuage Vert a d'autant plus besoin de vous en ce moment. N'hésitez donc vraiment pas, si vous êtes de passage sur Paris ou que vous y vivez, à y aller. C'est dans le 5e, c'est rue Monge. L'autre annonce importante de ce début d'année, c'est la relance du poche des éditions La Talente avec leur collection Neptune. Après la collection magique des éditions Léa l'an dernier, mais surtout après une première collection poche il y a quelques années, La Talente se relance donc avec une toute nouvelle charte graphique. Elle est signée Fortifem, un duo artistique au style entre gravure et tatou, qui sévit notamment dans le métal pour Rammstein, Queen of the Stone Age, Slipknot, Gojira et bien d'autres. Les premiers visuels sont superbes et la sélection très enthousiasmante avec les très attendus en poche Kra de John Crowley
des milliards de tapis de cheveux d'Andreas Ekvach, du Pierre Bordage avec Les Guerriers du Silence, Méduse de Martine Desjardins, une novella dont on parlera à sa sortie en poche, et surtout, l'incontournable Tapisserie de Fiona Var de Guy Gavriel Kay, qui était indisponible depuis un moment, et pour lequel je vais enfin pouvoir reprendre correctement ma propagande. Entre 7,50€ pour les novellas et 12,20€ pour les pavas, on est sur des tarifs assez courants, et on rappellera d'ailleurs, pour les mauvaises langues qui trouveront ça cher, que c'est le prix de l'indépendance. Ça coûte toujours moins cher d'imprimer quand on s'appelle Pocket, le livre de poche ou Folio, qu'on tire d'énormes quantités et qu'on peut donc négocier ses tarifs. En plus, si on ouvre bien l'œil, on peut apercevoir des finitions vraiment intéressantes puisque les dos et quatrièmes de couverture devraient être argentés. Ça fait penser aux collections de SF comme l'emblématique Ailleurs et Demain qui avaient des finitions métallisées. C'est aussi ce qui a fait l'actualité en début d'année, même si tout le monde s'en doutait, au vu des messages pessimistes et des crowdfunding pour tenter de remettre le navire à flot avec les polémiques qui accompagnent ce genre de choses, les moutons électriques ferment leurs portes après 20 ans. Après la fermeture d'ActuSF fin 2023, c'est donc le deuxième acteur d'envergure de l'imaginaire à couler, après avoir quitté MDS et être passé en diffusion Hachette. Je m'étais dit que je ne donnerais pas mon avis sur le sujet, néanmoins accuser les libraires dans le dernier poste, c'était ni très fin ni très malin, bref, les moutons électriques, c'est fini. Mais je pense que les excellents auteurs de leur catalogue, Jean-Philippe Jaworski et Stéphane Plateau en tête, ne vont pas rester orphelins très longtemps. Et puis plus joyeusement, dans les annonces de sortie en traduction pour le printemps, j'ai retenu l'annonce de The Poppy War, la guerre du pavot de R.F. Kuang chez Deux Saxus, qui est un de mes petits chouchous, et la traduction de The Bone Ships, le chouchou de Kellen, de R.J. Barker aux éditions Léa, sous le titre Les vaisseaux d'os. Pour l'un comme pour l'autre, vous pouvez déjà compter sur des chroniques pour leur sortie en VF. Côté événements, les Imaginales, le festival de fantasy en France, qui se tiendra du 22 au 25 mai à Épinal, a dévoilé son thème de l'année, hors norme. Vous pourrez retrouver sur leur site le texte qui creuse le thème, et j'ai personnellement hâte de voir le line-up des invités, notamment étrangers. Alors, moi j'en connais déjà une partie, mais je ne peux rien dire si ce n'est qu'il y aura du très très beau monde, et tant mieux parce que j'y serai. Chanceuse! Avec un peu de chance, vous en profiterez aussi puisque j'espère pouvoir faire des interviews sur place pour les épisodes spéciaux de mai à juillet. Je profite de la fin de cette petite rubrique news pour vous inviter, si l'actu de la fantasy, de la romantasy et du young adulte vous intéresse, à suivre le site et le compte TikTok de Basilic Tropical. Vous trouverez peut-être moins d'infos sur les indés, mais le travail de veille sur l'ensemble du segment est remarquable et est fait avec sérieux et enthousiasme. Donc n'hésitez pas à soutenir. Merci de nous avoir écoutés, on vous attend sur Instagram pour échanger sur nos lectures. Nous vous réservons de nombreuses surprises pour les prochains épisodes. Nous voyagerons pour découvrir un folklore inspirant et nous vous invitons à deviner et nous le dire sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver aussi sur notre site les-remarques.fr. Le podcast est accessible depuis notre site et toutes les plateformes de podcast. Ils sévissent notamment dans le métal. Dans le métal. Dans le métal. J'essayais de respirer, wesh.